Bonjour à tous, bienvenue à la conférence SIMV 2023. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour échanger autour d'un thème d'actualité. Au-delà de nos 44 membres, laboratoires fabricants et commercialisant des médicaments vétérinaires, acteurs du diagnostic, c'est toute une filière qui se mobilise aujourd'hui pour réduire l'impact environnemental de ses activités. Ce sera un débat décloisonné avec une filière responsable. Voici donc, du médicament vétérinaire à la santé des animaux, quel levier pour contribuer à diminuer notre impact environnemental. Je laisse le micro à notre animatrice, Vanessa Dablin. Merci Marianne. Bonjour à tous et donc bienvenue dans cette conférence annuelle du SIMV pour parler de ce sujet d'actualité. Nous allons avoir 3 intervenants, 3 invités. Claire Rogel-Gaillard, qui est directrice scientifique adjointe agriculture à l'INRAE. Marie Carnec, collaboratrice du Shift Projet Santé, directrice EHESP International et consultante indépendante en santé durable. Et enfin, le docteur Olivier Crène, vétérinaire praticien au sein de la clinique Sud-Mayenne et membre de la commission vache laitière de la SNGTV. Et pour commencer, nous accueillons Claire, dont le sujet va porter sur la décarbonation agricole et notamment un focus sur l'élevage et les recommandations des experts de l'INRAE à ce sujet. Écoutez, bonjour à tous. Merci d'offrir la voix un peu à INRAE pour parler de décarbonation de l'élevage dans un contexte de décarbonation, au fond, de toutes les pratiques de la société. Alors, si j'appuie sur ça, il ne se passe rien. Restons simples. Ah oui. D'accord. Les 2 flèches. D'accord. Et donc, ce n'est pas tout à fait ma présentation, mais j'avance encore un peu. Voilà. Attention, ça avance trop vite. Voilà. Voilà. Donc, je suis directrice scientifique adjointe agriculture à INRAE, plus en charge en fait d'un certain nombre de dossiers liés à l'élevage. Et j'ai un domaine au fond de recherche initiale qui est celui de la génétique et de la génomique animale. Voilà, donc j'en parlerai aussi un petit peu. Donc la commande était au fond idée reçue et réalité sur l'empreinte carbone de l'élevage. Donc de manière un peu simplifiée, j'ai intitulé mon exposé « Élevage et décarbonation de l'agriculture ». Alors je souhaiterais juste démarrer. Alors oui, un peu difficile. Alors je ne sais pas ce qui se passe, ou peut-être que je me rapproche de... Voilà, il faut se mettre au milieu. Donc voilà, donc en fait on a un budget carbone à l'échelle mondiale. Et donc, énormément d'experts se penchent sur la question pour nous dire qu'on en a déjà beaucoup consommé et qu'il ne nous en reste pas beaucoup à consommer si on veut atteindre une neutralité qui va, au fond, permettre de réduire et de limiter le réchauffement climatique. Donc, vous voyez ici, sur ce schéma, on a un budget carbone restant pour limiter le réchauffement climatique, soit à 1,5 degré, à 1,7 ou à 2 degrés d'ici 2050. On en a consommé depuis 1750 presque 2500 gigatonnes d'équivalent CO2. Donc il nous en reste pas beaucoup, 380 si on veut augmenter d'1,5 degré, sinon 1,730 ou encore 1230. Donc on sent que derrière tout ça, il y a un petit peu des choix de société, il y a des changements de pratiques et des transitions à opérer. Et donc l'agriculture et les élevages sont des émetteurs de gaz à effet de serre qu'on appelle des GES. Alors, il y a une... Ah oui, oh là là, on ne voit pas très bien le... Alors, donc il y a une stratégie nationale bas carbone qui est une feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Donc, elle donne des orientations pour mettre en œuvre dans tous les secteurs d'activité la transition vers une économie bas carbone, circulaire et durable. Et donc, il y a une définition d'une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2050. Et donc, les objectifs vraiment à court et moyen terme, c'est de se préoccuper des budgets carbone, parce que maintenant, il y a un certain nombre de chiffres, et donc il y a un certain nombre d'actions à mettre en place. Et donc l'objectif, c'est la neutralité carbone à l'horizon 2050, et si réduire l'empreinte carbone
de la consommation des Français. Donc derrière la consommation des Français, il y a évidemment tous les secteurs. Et donc au fond, cette neutralité carbone, c'est réduire par 6 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 par rapport à 1990. Alors il y a un certain nombre de chiffres que vous ne voyez pas, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Alors, on est rejoint par la... Oups là. Alors, ce que je voulais aussi... alors, c'était la diapositive d'avant. Donc, il faut qu'on ait une trajectoire pour l'élevage, de même que pour un certain nombre d'autres secteurs d'activité. L'ambition, c'est, au fond, 0 émission nette. Donc, les systèmes d'élevage, je crois qu'il faut s'accorder sur le fait qu'ils ont un rôle à jouer pour un monde, une santé. Ils apportent des ressources qui sont nécessaires à la sécurité alimentaire mondiale, qui sont ancrées dans les territoires. Je ne suis pas revenue dessus sur cette diapositive, mais ils ont aussi, par les produits qu'ils génèrent, un potentiel nutrition très important, sur lequel la FAO a refait un rapport récemment. Et en fait, on a des transitions qui sont nécessaires pour arriver à cette ambition 0 émission nette, pour aller vers des pratiques durables et agroécologiques qui préservent les ressources et la biodiversité. Il y a une nécessité d'accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis ensuite, il y a un lien avec l'évolution des régimes alimentaires. C'est-à-dire que derrière les transitions, il y a aussi une quantité de consommation. Et puis, donc j'en reviens à un certain nombre de questions qui sont posées. C'est l'effectif des cheptels des animaux par espèce. C'est la consommation de produits animaux dans l'alimentation humaine. C'est la localisation des élevages. Mais c'est également le couplage entre élevage et culture avec le lien au sol, les prairies, la séquestration de carbone. Donc si on veut des émissions nettes, ça veut dire qu'en compensation de production de gaz à effet de serre, il faut avoir des systèmes de séquestration de carbone. Donc ici, en fait, ce schéma, il est simplement pour vous montrer au fond les liens entre les différents compartiments, l'importance du lien avec le sol et la circulation de beaucoup de nutriments riches en azote, phosphore, potassium et soufre aussi, qui sont de manière circulaire, générée aussi par la présence d'animaux dans les espaces et dans les territoires. Je voulais revenir ensuite, si j'y arrive. Alors, j'ai pas de chance, hein. J'avoue que... Voilà, alors attendez, ça va trop vite. Sur la définition de l'empreinte carbone. Parce qu'en fait, on donne des chiffres et parfois, ça permet de se remettre un petit peu en tête de quoi on parle. Donc l'empreinte carbone, c'est le contenu carbone d'une activité humaine, c'est-à-dire la mesure des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Donc on fait la différence entre les gestes qui sont produits naturellement et ceux qui sont produits de manière anthropique. On a une unité de mesure qui est le gramme ou la tonne ou la gigatonne d'équivalent carbone, donc on considère avec une abréviation équivalent carbone. Donc en fait, c'est une unité de mesure qui a été créée par le GIEC et qui permet de comparer les émissions des jets sur la base de leur potentiel de réchauffement global, qu'on va appeler le PRG. Et donc le dioxyde de carbone est considéré comme le gaz de référence. Et donc ce gaz, il est actuellement, le potentiel de réchauffement global du carbone est actuellement calculé sur 100 ans. Donc c'est la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère. Et donc ce potentiel de réchauffement du CO2 est arbitrairement fixé à 1. Et donc c'est par rapport à cette référence qu'on va calculer le potentiel de réchauffement global des autres gaz à effet de serre. Donc là, vous avez ici une comparaison du potentiel de réchauffement global des GES. Donc il y a les 6 GES qui sont considérés dans le protocole de Kyoto. Donc ce sont les 6 qui sont dans ce tableau. Et il y en a 3 qui nous concernent principalement, qui sont le gaz carbonique, le méthane et le protoxyde d'azote. Et vous voyez que le gaz carbonique, il a un potentiel de réchauffement global de 1, le méthane de 25, donc beaucoup plus, et le protoxyde d'azote de 298, soit près de 300 fois plus que le gaz carbonique. Et donc vous voyez que quand on regarde l'origine des émissions, l'agriculture est concernée par l'origine d'un certain nombre de ces émissions. Donc il faut avoir en tête que sur le diagramme de gauche ici, en fait, vous avez ces 3 gaz à effet de serre, CO2, CH4 et N2O, représentent 97% des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, il y en a d'autres, mais qui sont en proportion moindre. Donc les émissions de gaz à effet de serre en France, vous avez ici leur répartition par grands secteurs d'activité. Et vous voyez donc l'agriculture, la sylviculture, c'est à peu près en 2019 presque 20%, avec 83,1 millions de tonnes d'équivalent CO2. C'était un petit peu moins en 1990.
Et vous voyez là que de toutes les industries, c'est 10%, et les industries agroalimentaires, c'est à peu près 10,9 millions de tonnes. Et donc vous, je dirais que l'impact carbone de la production médicaments vétérinaires, elle rentre dans cette catégorie qui est de l'ordre de presque 30%. Donc l'agriculture a un impact fort. Et vous voyez, les émissions par habitant sont en France un peu moindres que la moyenne européenne. Les émissions qui sont associées à l'élevage en France, vous avez ici sur ce schéma un certain nombre de secteurs de production. Et donc vous voyez que ces gaz à effet de serre, ils ne sont pas produits de manière équivalente sur tous les secteurs de production. Donc vous voyez le pâturage, là, il y a du méthane et du protoxyde d'azote. Ensuite, il y a tous les effets liés à la fermentation entérique. Donc là, c'est essentiellement méthane dont il est question. Ensuite, vous avez tout ce qui est fertilisation azotée minérale. Vous avez les bâtiments d'élevage. Vous avez le stockage et tout ce qui est le fumier, le stockage du lisier. Donc vous avez en fait un certain nombre de secteurs d'activité qui vont concentrer la production de gaz à effet de serre. Et donc l'élevage, évidemment, est un fort émetteur dans ce cadre-là. Donc on voit ici, au fond, la répartition aussi entre élevage et culture. Donc les élevages, c'est à peu près 48%, avec une baisse quand même entre 1990 et 2019. Et puis on voit que la répartition, au fond, entre espèces, elle est inégale. Donc il y a une contribution majeure de l'élevage bovin, ensuite une contribution beaucoup moindre des porcins et des volailles, et puis ensuite il y a dans l'élevage d'autres émissions qui sont liées notamment par exemple au transport. Donc les émissions, ensuite on peut les distinguer par gaz à effet de serre. Donc le protoxyde d'azote associé à l'agriculture en France, il a aussi baissé un petit peu, essentiellement parce qu'il y a une baisse de la fertilisation azotée, mais également parce qu'il y a une baisse des cheptels. On reviendra un petit peu après autour de ça. Donc vous voyez ici que ces proportions entre culture-pâture, on voit ici au fond que l'élevage produit du protoxyde d'azote. Ensuite, si on regarde les émissions de méthane, donc voilà, l'élevage bovin, c'est le même schéma que dans la diapositive précédente. L'élevage bovin est le principal émetteur, mais il y a quand même eu une baisse de près de 13% depuis 1990, lié aussi à la réduction des élevages et des effectifs bovins, qui ne se répartissent pas exactement de la même manière. Quand on va regarder les effectifs de vaches allaitantes, c'est essentiellement les effectifs de vaches laitières qui ont baissé, avec un effectif total de bovins qui a effectivement baissé. Donc vous voyez, en fait, les vaches laitières, il y a eu moins de 30% et à peu près moins de 10% sur les autres bovins. Donc l'effet de la taille des cheptels, mathématiquement, a des conséquences évidemment sur la baisse de l'usage, la baisse de la production des GES. Alors on voit que les différents secteurs qui produisent les gaz à effet de serre étant un petit peu différents, on va voir des leviers d'atténuation qui vont être un peu différents selon les GES. Donc typiquement ici, c'est une sorte de compilation. Vous voyez, pour le CO2, ce qu'il faut, c'est favoriser le stockage de carbone dans les sols en ralentissant le retournement des prairies et le drainage des zones humides, et puis en favorisant aussi l'agroforesterie. Et puis ensuite, il faut stocker du carbone dans les sols de grande culture grâce à l'adoption de pratiques agroécologiques. Ensuite, il y a tout ce qui est décarbonation des intrants et puis production d'énergie utilisée sur l'exploitation. Ensuite, la contribution à la production d'énergie renouvelable. Alors ensuite, pour le protoxyde d'azote, ce qui va être important, c'est de diminuer l'apport d'azote aux cultures et de privilégier la fertilisation azotée organique, de diminuer les excédents d'apport protéique dans les rations animales et de développer aussi l'autonomie en protéines végétales via les légumineuses. Donc là, en fait, il y a un co-bénéfice aussi avec l'apport de carbone, la séquestration de carbone dans les sols. Donc il y a un plan protéines végétales ambitieux pour l'alimentation animale et humaine. Et puis ensuite, il y a tout ce qui va être gestion des résidus de culture. Et puis ensuite, pour le méthane, alors c'est celui pour lequel, au fond, le plus gros effort est en train d'être fait. C'est tout ce qui va être la gestion, améliorer la gestion des effluents d'élevage, optimiser la conduite des troupeaux et limiter la fermentation entérique. Donc là, on a un certain nombre de leviers d'action via des stratégies nutritionnelles. Donc il y a l'apport de graines de lin, il y a des algues rouges, il y a un certain nombre d'additifs alimentaires qui réduisent de près de 30% au fond l'émission de méthane par une vache. Ensuite, il y a l'amélioration génétique. On peut baisser d'à peu près, dans les années qui viennent, de baisser d'à peu près de l'ordre de 10% la production de méthane par amélioration génétique. Et puis il y a aussi la réduction du nombre d'animaux qui sont non productifs. Donc ce qui serait important, c'est d'améliorer la longévité des animaux et de réduire par exemple aussi
l'écart entre deux vélages. Donc un exemple sur comment mobiliser les ressources génétiques. On n'a pas attendu les plans stratégie nationale bas carbone pour diversifier les objectifs de sélection. Et donc vous voyez au fond à un démarrage après la guerre là, sur tout ce qui était rendement, conformation, composition des produits. Assez rapidement, en fait, quand même, l'élevage s'est intéressé à la qualité des produits, à la reproduction, à la santé. Et puis maintenant, on est dans cette combinatoire de durabilité, d'impact environnemental, sans oublier au fond la productivité des élevages, hein, donc le lien à l'économie et à la société. Et donc là, on est dans cette combinatoire de réduction des émissions de méthane, tout ce qui est lien avec la santé, la longévité, le bien-être animal, l'efficience alimentaire. On est toujours à parler de cette compétition entre feed et food. Et en fait, il faut garder en tête que les animaux consomment aussi des résidus qui ne sont de toute façon pas consommés par les humains. Ensuite, il y a des travaux sur le comportement. Ce qui est important aussi, c'est les travaux qui vont être sur les compromis fonctionnels. Parce que quand on va vouloir avoir un animal, par exemple, pour lequel on va essayer d'améliorer son efficacité vaccinale, d'améliorer sa compétence immunitaire, peut-être des choses qui vous parlent, mais en fait, peut-être qu'il va y avoir un compromis en termes de croissance. Donc voilà, donc tous ces compromis fonctionnels, ils sont étudiés assez finement. Et puis en fait, l'objectif, c'est d'arriver à des caractères de robustesse et de résilience à l'échelle des individus, mais également à l'échelle des troupeaux. Et on sait que dans notre contexte actuel, avec les aléas climatiques, on va être dans des environnements fluctuants. Alors ensuite, depuis plus d'une dizaine d'années, émerge au fond l'importance des microbiomes. Donc on a cette notion d'holobionte, hein, c'est-à-dire l'hôte qui est environné de son cortège microbien. Et en fait, c'est l'association des deux qui permet de bien caractériser au fond les performances d'un individu. Donc au fond, il faut avoir en tête qu'actuellement, de nombreuses innovations vont être faites grâce à la meilleure caractérisation du microbiome des animaux, mais comme des plantes et comme des humains. Et en fait, on va considérer l'holobionte et des populations d'holobiontes dans des environnements qui peuvent être plus ou moins variés. Et donc, on a un cadre conceptuel qu'il faut travailler, pour lequel, vous voyez ce schéma qui représente un peu le schéma One Health, là où on a les humains, les plantes, les animaux. C'est au fond rendre visible au fond la composante microbienne dans un environnement où on va distinguer l'air, l'eau, le sol. Et en fait, il faut qu'on arrive à créer un cadre conceptuel dans lequel on va pouvoir positionner au fond dans nos équations de prédiction la variabilité des génomes, la caractérisation des microbiomes, les interactions avec l'environnement, avec les pratiques, avec les systèmes d'élevage et également avec des ambitions de performance socio-économique. Alors, il existe de nombreux systèmes de production. Alors, on voit bien que l'objectif, c'est de diversifier les productions et en même temps d'évaluer les services rendus, parce que les élevages sont taxés d'être très émetteurs, mais en même temps, les services rendus, parfois, ils contribuent à du bien commun, ils protègent l'environnement, ils peuvent restaurer de la biodiversité. Donc, on est dans cette dualité entre réduire les impacts, mais en même temps, mesurer les effets positifs de manière à avoir, dans l'évaluation des scénarios de prospective, une quantification qui soit au plus près et des besoins de l'environnement et des besoins des individus, et puis évidemment aussi des besoins des animaux. Donc vous voyez ici, en fait, il y a schématiquement 3 systèmes agricoles. Donc un premier qui serait des productions végétales avec rotation culturale simplifiée, un qui est avec de l'élevage pastoral, un autre avec de la polyculture élevage. Donc sans rentrer dans les détails, on voit que quand il y a de la diversité, quand il y a du lien culture-élevage, en fait les services rendus à l'environnement sont bien meilleurs. Alors ensuite, dans un contexte où il y a énormément de rapports, énormément d'experts qui se penchent sur la question de l'avenir de l'élevage, il y a un groupe d'experts INRAE qui, au fond, en réponse au gouvernement sur la stratégie nationale bas carbone, a été questionné pour dire, pour l'élevage, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour atteindre la neutralité carbone? Donc là, le niveau d'ambition 2030 a été fixé à moins 26% d'émissions nettes par rapport à 2015, c'est très ambitieux, ce qui correspond à un rythme de réduction de 2% par an de 2022 à 2050 et à moins 50% pour 2050. En fait, la recherche, elle doit pousser les extrêmes, elle doit pousser les trajectoires de manière à essayer d'identifier des leviers.
Donc alors, il faut avoir en tête que les résultats qui sortent n'ont pas fait l'évaluation d'une quantification. Voilà, il n'y a pas eu de modélisation quantitative. Mais en fait, ça donne un certain nombre d'éléments. Donc il y a eu un certain nombre de thèmes qui ont été abordés. Le rendu de ce travail d'un groupe d'une dizaine d'experts est disponible. Et vous avez le lien juste après. Et donc dans ce qui est avancé, alors attendez. Voilà, donc il y a 3 scénarios. Il y a un premier scénario qui dit les tendances socio-économiques et la réduction de la consommation de produits animaux vont piloter la baisse des émissions directes. Et donc ensuite, en retour, l'effort demandé il va être moindre pour les volailles et les œufs, compte tenu d'émissions relativement faibles. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est essentiellement les bovins qui produisent le plus de GES. Et puis ensuite, il y a des arguments nutritionnels liés à la consommation de volailles et d'œufs. Il y a un deuxième scénario, l'objectif de baisse des émissions directes et indirectes est fixé à moins 40% pour chaque filière. Et la baisse de la consommation alimentaire s'ajuste à cette cible. C'est-à-dire qu'en fonction des disponibilités, les consommations alimentaires vont s'ajuster. Il y a un troisième scénario, l'objectif est la souveraineté alimentaire avec augmentation possible du taux d'auto-approvisionnement de la consommation de produits carnés issus d'élevage français, tout en veillant à ce qu'il soit compatible avec une baisse des émissions directes et indirectes de 40%. Et en fait, ça ne se fait que si on est sur une trajectoire d'innovation assez forte où on mobilise la génétique, des stratégies nutritionnelles, mais également des réductions de cheptel. Et donc, entre ces différents scénarios, ce qu'ils ont en commun, c'est la réduction minimale de production entre 2050 et 2020, qui est estimée à peu près à moins 19% pour le lait, moins 26% pour l'élevage allaitant bovin, moins 36% pour le porc, moins 20% pour les volailles de chair. Et dans la plupart des scénarios, l'alimentation évoluerait vers un équilibre entre 50% de protéines d'origine végétale et 50% de protéines d'origine animale. Et ça respecterait les recommandations nutritionnelles du Plan national nutrition santé. Je ne vous cache pas que ces chiffres font frémir toutes les filières, quelles qu'elles soient. Donc, ce sont des chiffres qui sont... vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un scénario qui n'est pas... c'est une modélisation qui n'est pas quantitative. Donc, ce sont des hypothèses liées sur, au fond, les changements socio-techniques qui pourraient être apportés par l'élevage. Alors, pour conclure, je souhaiterais quand même partager avec vous que l'élevage, peut-être que c'est une partie du problème, mais c'est une partie aussi de la solution pour la décarbonation de l'agriculture. Je vous ai mis à droite le rapport de la FAO sur la contribution de tout ce qui est production à la fois terrestre, production animale terrestre et aquacole pour la nutrition humaine. Et en fait, une protéine animale, c'est pas pareil qu'une protéine végétale. Il n'y a pas le même contenu en acides aminés, il n'y a pas la même valeur nutritionnelle. Et actuellement, on est loin en fait d'avoir remplacé une protéine animale par une protéine végétale si on regarde uniquement en termes de nutrition santé. Donc on voit qu'il y a des leviers d'action pour décarboner l'élevage et favoriser la résilience face aux aléas. Donc je vous ai parlé du couplage élevage et culture, le lien au territoire, l'amélioration génétique et l'optimisation des troupeaux, également des stratégies nutritionnelles. Et puis ensuite, ce qui va être très important, ce qui va être crucial en fait pour décider des politiques publiques et pour décider au fond de choix de société, parce qu'en même temps la société elle devra choisir quelle est la place de l'élevage dans son futur. Donc là, on a besoin de modélisation et de scénarios pour tester et quantifier la réduction de la consommation de produits animaux dans l'alimentation humaine, l'ajustement de la taille des cheptels de manière à ce qu'elle soit compatible avec la souveraineté alimentaire, parce que si on réduit trop la production en France, étant donné qu'aujourd'hui, on est plutôt même en augmentation de consommation de viande, je crois que les derniers chiffres, c'est à peu près plus de 3%, alors qu'on est à plutôt inciter à réduire la consommation de produits carnés. Et puis ensuite, derrière ça, il y a toutes les politiques incitatives. Donc on va être vraiment dans une période où on a une trajectoire de décarbonation, on a des chiffres, on va avoir au fond des processus d'innovation qu'on est loin d'avoir totalement encore compris. Et puis ensuite, on va avoir des choix de société. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et je crois que j'étais un peu trop longue, je m'en excuse. Merci beaucoup, Claire.
Le rapport de la FAO que vous avez mentionné à la fin précise effectivement qu'il y a un lien direct aussi entre l'amélioration de la santé animale et la baisse des émissions de gaz à effet de serre. C'est intéressant parce que c'est à ce niveau-là que l'industrie du médicament vétérinaire peut avoir une action. Et ça illustre aussi toute la portée du partenariat que le SIMV a signé avec l'INRAE pour la recherche et l'innovation, qui sont aussi des leviers forts pour limiter les libérations de gaz à effet de serre en élevage. Donc, on a le temps peut-être de prendre juste une question dans la salle et après on va passer à l'intervenante suivante. On passe directement à Marie Kernec. Donc, en parlant de santé animale et de médicaments vétérinaires, Marie va nous parler du rapport Shift Project sur la décarbonation en santé humaine, pour qu'on puisse voir les ponts que nous pouvons faire avec ce qui a été mis en place en santé humaine par rapport à la santé animale. Marie. Bonsoir à tous. Ah, c'est pas moi. Bon, en attendant, je me présente. Donc, Marie Kernec, je fais partie du Shift Project et je suis là à ce titre ce soir. Le Shift Project, c'est un think tank qui réfléchit à une économie post-carbone qui a été montée par Jean-Marc Jancovici. Et on étudie différents pans de l'économie. Voilà, par ailleurs, je suis aussi directrice internationale de l'École nationale de santé publique et consultante. Super. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler ce soir. Alors, je suis désolée, pas de santé animale en direct. Et puis, en plus, je n'y connais pas grand-chose. Mais je vais essayer de faire des ponts, par contre, avec ce que je connais, c'est-à-dire la santé humaine. Et avec le Shift Project, on a fait... Alors, dans quel sens? Sans doute, peut-être là. Je vais essayer. Avec le Shift Project, on a fait donc un premier bilan carbone du système de santé humaine. Voilà. Le Shift Project, donc, et puis toujours les mêmes ambitions. Le Shift qui est aussi focalisé sur le carbone, en considérant que c'est une priorité, effectivement, de rester dans les accords de Paris. Et comme on vient de le dire, ça veut dire quand même une empreinte moyenne d'un Français divisée par 6. Effectivement, le temps passe, donc c'était 5 il y a 2 ans, et maintenant c'est 6, donc il faut y aller. Ah. Alors, c'est intéressant de commencer par ce rappel, les déterminants de santé. La santé, c'est avant tout 50% nos modes de vie, c'est 20% l'environnement, et c'est aussi 15% génétique, soins médicaux. Mais l'environnement joue énormément, les modes de vie, l'environnement jouent énormément de notre santé. L'OMS, et ça fait déjà longtemps, en 2007, parlait de 13 millions de décès attribuables à un environnement altéré. C'est 50 000 décès en France. Les expressions les plus communes, cancer, les maladies cardiovasculaires, les affections respiratoires. La publication Prus-Sustune en 2016 parle de 133 maladies directement liées à l'environnement et 23% des décès mondiaux. Et puis on voit évidemment les publications se multiplier sur le microplastique dans le sang, dans le placenta. En permanence, on voit des nouvelles choses arriver qui montrent l'impact sanitaire d'un environnement qui se dégrade. On a évoqué le sujet One Health, c'est vrai que ça va vite et on ne maîtrise pas très bien cet instrument. Alors je reviens un peu en arrière, enfin j'essaye, j'y arrive pas. Donc, si j'avance, peut-être que je vais y arriver. Non plus. Hop, voilà. Alors, One Health, on l'a évoqué tout de suite. Évidemment, on en a beaucoup parlé pendant la crise Covid. Le lien fondamental entre la santé humaine, la santé animale et la santé de l'environnement. Et effectivement, ça devient un concept absolument prégnant. Ça, pour rappel, effectivement, sur Terre, si on s'occupe que de santé humaine, et là je prends mon prisme santé humaine, on passe à côté du gros de la biomasse qui est plus importante chez les animaux domestiques et du gros aussi de l'antibiothérapie, par exemple. Autre illustration, qui est un petit schéma, du reste que vous ne voyez pas très bien, de Anthony Fauci, américain, l'explosion de nouveaux pathogènes en 40 ans, et en général liés aux animaux. Donc, effectivement, on ne peut plus se préoccuper de santé humaine sans se préoccuper de santé animale et santé de l'environnement. Alors, le changement climatique, ça vient accélérer, amplifier cette dégradation de l'environnement et son impact sanitaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est bien connu de tous et c'est de plus en plus
visible, je dirais au plus près. Il y a un effet direct, indirect du changement climatique, un effet sur l'état de santé de la population, en termes de maladies, comme on vient de le dire, en termes de maladies vectorielles également qui évoluent, en termes de santé mentale, et ce n'est pas un des moindres sujets. Et tout ça fait peser sur notre système de santé un poids considérable à tous les niveaux, urgences, premiers recours, hôpitaux, toutes les ressources, avec des vraies questions de résilience. Est-ce que le système de santé sera capable de faire face? Et par ailleurs, comme on va le voir, le système de santé lui-même a un impact sur l'environnement, donc plus on l'utilise, plus on génère un impact négatif. C'est dans cet esprit qu'on s'est intéressé avec le Shift Project au secteur de la santé pour ce double aspect, à la fois le lien direct entre la dégradation de l'environnement et le poids sur le système de santé et cet enjeu de résilience, et puis cette forte dépendance du système de santé aux énergies fossiles. C'est un large secteur de l'économie, évidemment, qui a par ailleurs un devoir d'exemplarité et qui est un vrai ambassadeur. On a regardé ce qui existait. Les Anglais avaient déjà travaillé sur le sujet depuis 10 ans et calculé plusieurs bilans carbone de leur système de santé. Ils trouvaient donc 5% des émissions nationales. Ils ont mis en place une stratégie nationale, un vrai programme national. On y arrive en France. Le dernier bilan de 2021 montrait, février 2021, montrait que le gros du sujet, ils ont réussi à faire des diminutions sur l'énergie et sur les gaz anesthésiques, mais le gros du sujet pour eux, c'est les produits de santé. C'est ce que l'on consomme. C'est la supply chain. Et ça, aujourd'hui, vous voyez le camembert, la grosse partie bleue. Aujourd'hui, c'est le cœur du sujet. Et on arrive aux mêmes conclusions avec l'étude qu'on a faite sur la France. Donc, on est en 2021, on se lance dans ce travail au Shift Project. On regarde le périmètre de la santé humaine, de la santé de ville avec toutes ses composantes, à la santé hospitalière, le médico-social, etc. On exclut seulement l'administration de la santé puisqu'elle a été prise en compte dans un autre rapport qui était les administrations publiques. Et puis on regarde ce qui est disponible. Et là, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. En 2021, ça fait 1 an et demi, ce n'était pas vraiment un sujet en fait. Personne n'en parlait, à part une poignée de convaincus. Les hôpitaux étaient censés faire leur bilan carbone depuis longtemps, puisque c'était dans la loi Grenelle de 2012, mais on a trouvé, 20% des hôpitaux qui devaient le faire l'avaient fait. Et puis sur ces 20% avaient fait un scope 3. Alors c'était pas obligatoire, mais quand on voit le poids du scope 3, pour ceux qui ne sont pas forcément des habitués, le scope 1, c'est les émissions directes, le scope 2, c'est l'électricité, le scope 3, c'est tout le reste. Et c'est 80% du sujet. Alors si on ne prend pas en compte le scope 3, on a un résultat un petit peu tronqué. Et pour la santé, donc tous ces travaux, évidemment, vont être poursuivis, vont être améliorés au fur et à mesure. On avait regardé aussi dans ce qui était fait par l'industrie, pour avoir une idée de l'empreinte carbone des produits de santé. Et là, de la même manière, on n'avait pas trouvé grand-chose de publié. Parfois des bilans carbone au niveau de bilan d'activité, mais pas en tout cas de bilan publié par produit. En termes de santé animale, j'ai feuilleté un petit peu certains rapports. On voit effectivement qu'un certain nombre de bilans carbone ont été réalisés. Par contre, le périmètre n'est pas toujours très clair et notamment la prise en compte du scope 3 n'est pas systématique chez tous. Et après, des évaluations au niveau produit en termes AVC ou empreinte carbone, j'en ai pas vu, mais il en existe sûrement. Mais en publié, j'en ai pas vu. On est au même niveau santé humaine. Alors, ce qu'on a trouvé avec le chiffre, c'est que le secteur de la santé, donc ce que consomme le secteur de la santé, ça représente 47 millions donc, de tonnes équivalent CO2. Et 50% du sujet, ce sont les médicaments et les dispositifs médicaux. Les autres postes d'émission, ce sont les déplacements, 16%, consommation d'énergie, 13%, les IMO, les bâtiments, 9%, et l'alimentation, 6%. Alors, je ne vais pas vous parler des autres postes, si ça vous intéresse, tout est sur le site internet du Shift Project. Je vais vous parler de ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les produits de santé. On a essayé de proposer quelques recommandations pour atteindre notre objectif.
dans une roadmap avec des mesures transversales et puis des mesures spécifiques. En mesures transversales, on proposait donc un pilotage national et notamment décloisonnement santé-environnement. Eh bien, on y arrive. On vient d'avoir une feuille de route pour le secteur de la santé humaine. On propose d'inclure le développement durable dans toute nouvelle législation, dans tous les nouveaux contrats avec des incitations adaptées, c'est essentiel. Il faut sensibiliser, former les professionnels de santé et les usagers. On agit seulement quand on a compris. Rendre bien sûr obligatoire les émissions indirectes de Scope 3, et maintenant ça l'est. Investir dans la recherche parce que certains choix sont évidents, d'autres nécessitent vraiment d'être creusés, notamment quand il s'agit des produits. Les volets éco-responsables des projets d'établissement, financer donc la prévention fondamentale et partager les savoirs. Donc, comme je le disais, on vient d'avoir en mai 2023 une première feuille de route nationale avec 7 axes, bâtiments maîtrisés l'énergie, achat durable, soins éco-responsables, déchets du secteur, formation, recherche, transformation écologique, mobilité durable, impact environnemental du numérique. Donc c'est une première bonne avancée au niveau national et on voit qu'il y a eu quand même énormément de mouvements depuis 1 an et demi. Alors pourquoi le poids considérable des produits de santé ? On le comprend quand on regarde la chaîne de production des produits de santé avec donc cet aspect notamment de production packaging qui est extrêmement international. Et ce que l'on voit dans les études produits, c'est que la matière première, l'énergie de fabrication dans des pays qui utilisent en général le charbon, sont les facteurs principaux de ces émissions. Le packaging joue, le transport joue. On retrouve le transport un petit peu plus bas en termes de distribution. Et puis, il y a également, en fonction des produits, un sujet au niveau de la destruction. Alors, on a essayé de faire, j'ai essayé avec un petit peu d'inspiration de vos collègues de transposer à la santé animale, et on voit qu'il y a une transposition sans doute assez simple et que la chaîne de production des médicaments en santé animale suit des logiques similaires depuis le process d'autorisation, la fabrication qui est aussi extrêmement internationale si je comprends bien, la promotion, le transport, et on va y venir, bien sûr l'utilisation au niveau des cliniques vétérinaires, et puis l'élimination. Donc, dans la santé humaine, 2 choses, les usages et la chaîne de production. Les usages, à gauche, c'est une patiente hollandaise qui a eu un cancer du sein, qui a demandé de garder tout ce qui avait été utilisé pour elle dans son intervention. Et elle en a fait un petit film. Et on voit à quel point on consomme des produits de santé, et notamment de l'usage unique dans la santé humaine. À droite, c'est un interne du CHU de Lille qui a fait un travail de thèse sur le suivi d'un petit kit injection intravitréenne depuis les premiers composants jusqu'à l'arrivée au bloc. Et ce kit fait 225 000 km. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience de ça, mais c'est quand même une réalité des chaînes de production aujourd'hui de nos industries. Les hôpitaux sont des grandes poubelles de plastique, bien sûr. Alors, effectivement, en 30 ans, on est passé au tout usage unique ou presque, et beaucoup sont en plastique. Or, malheureusement, seulement 10% du plastique est recyclé aujourd'hui. Il y a des gros postes d'émission. Healthcare Without Harm, qui est une ONG qui travaille sur le sujet depuis 25 ans, montre que notamment les gants sont un poste de consommation très important. Donc 2 sujets dans la feuille de route, dans les recommandations qu'on émettait, c'était à la fois réduire la demande, limiter le gaspillage, ça va de soi, travailler les éco-soins, c'est-à-dire essayer de réfléchir aux pratiques à qualité égale, essayer de réduire l'empreinte carbone, de limiter l'impact sur l'environnement. En fait, c'est la pertinence des pratiques qui est une base de la pratique médicale, mais ça s'applique tout à fait aux enjeux environnementaux. En termes de distribution, bien sûr, alors pour ça, on va avoir besoin petit à petit de connaître l'empreinte carbone des produits, de connaître l'impact environnemental des produits, parce qu'évidemment, il peut y avoir des choix de produits aussi dans une stratégie thérapeutique.
et optimiser les fréquences de distribution. De l'autre côté, décarboner la chaîne de production, c'est relocaliser une partie de la production de produits de santé. Alors, il va y avoir en santé humaine une première liste de relocalisation qui va sortir au mois de juin sur des médicaments essentiels, un nombre limité pour l'instant autour de 200. Et évidemment, il y a un enjeu de souveraineté sanitaire aussi. Il y a tout un travail sur l'éco-conception du matériel et notamment sur les kits, usage unique, sur tout un tas de sujets pour revenir à du réutilisable quand c'est possible. Les politiques d'achat vont guider cette transformation, les autorisations aussi. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait un vrai dialogue engagé avec l'industrie à 10 ans, parce que c'est une transformation de fond qui va mettre du temps. La chimie, bien sûr, en amont, a un rôle aussi essentiel en termes de transformation et en termes de décarbonation. La distribution, est-ce que quelqu'un est timekeeper et Il reste 5 minutes. Ok, j'avance très vite. La distribution, j'ai perdu 5 minutes au début. La distribution, 22 000 officines en France, 2500 PUI, donc transposables à la santé animale en termes de cabinets de ville, d'officines. Jusqu'à il y a très peu de temps, ce n'était pas un sujet. 4 appros d'officines par jour, des camions en permanence avec des grands packages à moitié vides. Ça, ce sont des pratiques qui ne sont plus acceptables, qui sont en train d'évoluer. Et en termes de packaging, évidemment, tout à revoir en termes de sobriété. Alors, on a parlé de... Hop. Bon. On a parlé de... je perds du temps en cliquant, c'est pour ça. Hop, je reviens. On a parlé donc de gaspillage, d'éviter les gaspillages. Évidemment, une partie non négligeable en France des médicaments ne sont pas consommés, vendus, ne sont pas consommés, se retrouvent au mieux chez Cyclamed, au pire dans les eaux usées. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut agir. Les périmés, il y en a plein les hôpitaux, c'est pas un scoop. On peut aussi faire mieux en termes de gestion des flux. Et puis évidemment, travailler sur la consommation, ça vous concerne moins, de l'usage unique, des kits chirurgicaux, de la surconsommation de gants, etc. Le réutilisable quand c'est possible, donc dans votre cas, si j'ai bien compris, c'est la norme. La santé humaine, ça n'est vraiment plus le cas. Et un des enjeux, c'est de redéployer de la capacité de stérilisation aujourd'hui. Alors, la slide suivante, tant pis, vous ne la verrez pas, mais elle vous concerne moins. Ça concerne évidemment tout le reconditionnement du DDM et tout le retraitement, c'est-à-dire la réutilisation possible de l'usage unique qui aujourd'hui est interdite en France, et notamment les cardiologues s'insurgent parce que des gros cathéters de cardio ou différents endoscopes, etc., pourraient tout à fait être réutilisés. C'est le cas dans la plupart des pays maintenant. Donc il y a toute une législation à faire évoluer. Alors cette slide, c'est pour vous dire que du côté des prescripteurs et des acteurs, décidément, c'est pas très facile, du côté des prescripteurs et des acteurs, le monde est en mouvement. Et donc il y a une attente du terrain, et ce sera la même chose pour la santé animale. Les jeunes générations qui arrivent demandent cet engagement dans l'environnement. Donc on voit là les cardios qui sont très très impliqués, qui publient. La dialyse verte, il y a eu des travaux remarquables sur le sujet. Vous aurez les slides partagés si ça vous intéresse. Un autre exemple sur l'immunologie. Ils ont fait un travail incroyable, la Société savante d'immunologie, en reprenant tout le parcours d'immuno et à chaque fois en se posant la question, est-ce que c'est utile, est-ce qu'on peut faire plus sobre? Les uros. Ça, c'est à l'échelle d'un établissement, le CHU de Bordeaux, par exemple, mais il y a des tas d'exemples. Toute une pratique de sobriété. L'industrie du médicament côté santé humaine avance, bien sûr, a beaucoup travaillé sur Scope 1, Scope 2. Cette année, côté médicaments, il y a eu une feuille de route de décarbonation avec le comité stratégique de filière.
Le gros sujet qui reste à traiter, c'est le scope 3, bien sûr, c'est le sourcing, c'est cette connaissance très fine de l'amont qui sera évidemment vitale pour bien évaluer les produits. Il y a aussi une question de toxicité, de toxicité de produits contenus dans les médicaments et dans les DM également. Alors, côté santé animale, on voit évidemment des engagements de neutralité importants par la plupart, des travaux sur le scope 1 et 2. On sent que le scope 3 et le sourcing restent aussi un axe d'amélioration. Ce dont on a besoin, in fine, ce sont de méthodologies robustes pour pouvoir évaluer les produits, robustes et reproductibles, qu'on se mette d'accord sur 1 ou 2 critères, carbone, eau, enfin, que l'on choisisse parmi un ACV qui peut avoir jusqu'à 16 critères, que l'on choisisse 1, 2 critères de manière à avoir des évaluations suffisamment fiables, suffisamment reproductibles, mais que l'on puisse avancer à l'échelle de 5 ans pour avoir des évaluations sur l'ensemble des produits. Très rapidement, Lancet Planetary Health publié il n'y a pas longtemps donc tout ce qui a été publié à date sur les produits de santé. Nous, notre recommandation, comme d'autres collègues, c'est de se focaliser encore une fois sur très peu de critères, le carbone idéalement, carbone et eau éventuellement, pour avancer. Voilà, les Anglais ont choisi de faire l'empreinte carbone, ils ont demandé à toute leur industrie pour 2028 d'avoir une transparence sur l'empreinte carbone des produits. Malgré tout, c'est la conclusion, malgré tout, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à notre objectif des accords de Paris, ce qui nous fait dire que notre santé, elle est de toute façon trop consommatrice. Il faut investir dans la prévention, investir financièrement dans la prévention qui représente 2% du budget aujourd'hui. La santé préventive est évidemment fondamentale et c'est aussi le cas pour la santé préventive animale, puisque une grande partie des maladies peuvent être empêchées. Et je termine par ça. Voilà, 2-3 idées par rapport au travail que l'on a mené sur la santé humaine. Le secteur animal, il y aurait sans doute un intérêt à la construction d'une feuille de route commune pour l'ensemble du secteur de santé animale, comme on l'a fait progressivement pour la santé humaine, parce que ça permet d'emmener tout le monde et pas seulement d'avoir des champions. La massification est fondamentale. L'évaluation ACV empreinte carbone pour quelques médicaments les plus consommés, et puis l'évaluation de l'empreinte carbone plus large du secteur. C'est toujours extrêmement intéressant de comprendre le global, santé préventive animale et la dynamique One Health. Excusez-moi, c'était pas facile. Merci Marie. Désolée pour les problèmes techniques du départ. Alors en santé animale, on est à moins de publications qu'en santé humaine, mais chacune de nos industries, chaque industriel a aussi des plans de décarbonation, travaille notamment sur la distribution comme en santé humaine. C'est un point qui est identifié comme un point clé pour arriver à la décarbonation aussi en santé animale. Et il y a un sujet aussi très important sur les packaging. On a aussi vu avec Marie que la prévention en santé humaine est quelque chose qui va aider aussi à diminuer l'impact sur l'environnement. En santé animale, c'est pareil, la vaccination et la détection précoce aussi avec le diagnostic précoce des animaux sont des points qui sont des leviers importants et qui vont nous faire progresser sur ce sujet-là. Alors maintenant, venons-en au terrain. Quel est le rôle et quelle est la responsabilité d'un vétérinaire praticien pour aider les élevages et pour aider la décarbonation aussi à ce niveau-là, avec Olivier Crène qui va nous donner son point de vue. Olivier. Merci beaucoup. Merci tout d'abord pour l'invitation. Je suis très honoré d'être là aujourd'hui en tant que praticien vraiment bovin. Donc je suis installé dans le sud de la Mayenne, une structure avec 4 sites. On est 22 vétérinaires, 10 à être en pratique bovine. Là, je me suis mis en photo avec une vache bas carbone, vous voyez bien, une vache Highland, qui est une de mes vaches d'ailleurs. Mais je ne suis pas venu là pour vous parler des vaches bas carbone. Donc, quand on m'a soumis l'idée, j'ai essayé de chercher un sujet pour voir un petit peu notre rôle, nous, en tant que vétérinaire praticien, comment on peut utiliser le médicament, comment on peut avancer et surtout faire avancer nos éleveurs. Donc, j'ai appelé cette présentation la durabilité des exploitations bovines dans le quotidien d'un vétérinaire praticien. Ah, effectivement, ça va vite. Voilà. Alors, la première chose, quel rôle pour un vétérinaire praticien?
parce qu'on a entendu parler du Shift Project, on a entendu parler de décarbonation de la santé. On se dit tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est ne pas utiliser de gants à usage unique? Est-ce que c'est ne pas utiliser de blouse jetable? Ben, non, en fait, je pense qu'on peut aller plus loin. On travaille aujourd'hui, on est tous les jours avec des bovins, tous les jours avec des éleveurs. On a des éleveurs qui aujourd'hui sont quand même sensibilisés à cet élevage bas carbone, entre guillemets. Ils ont fait des bilans carbone, ils sont beaucoup plus avancés que nous, parce que nous, les vétos, on ne les a pas fait. Mais les éleveurs, aujourd'hui, c'est pratiquement obligé par l'industrie laitière de faire le bilan carbone. Donc je me suis dit, mais il faudrait peut-être qu'on réfléchisse, nous, en tant que vétos, de pouvoir voir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. On l'a vu, je ne vais pas revenir dessus, les bovins incriminés dans le réchauffement climatique. Il y a eu un beau rapport de la Cour des comptes il n'y a pas très longtemps qui a mis un petit peu piqûre de rappel. On sait que, je vais parler un petit peu plus de lait parce que c'est ma pratique principale d'accompagner les éleveurs laitiers. 1 litre de lait, ça va varier. Ça va varier vraiment entre 0,4 et 1 kg d'équivalent carbone. Donc 0,4 1 kg, c'est quand même plus que le double. Donc quel est notre rôle dans cette action? Alors, gaz à effet de serre, je ne vais pas détailler réellement, mais pour le simplifier, parce que j'avais besoin moi aussi de pouvoir le comprendre, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, la vache, c'est un gros émetteur de méthane. Pourquoi c'est un émetteur de méthane? Parce que ça mange de la cellulose. Et ce méthane, ben lui, il est vraiment incriminé, on l'a vu tout à l'heure, avec un pouvoir 25 fois, alors moi sur mon cycle c'est marqué 28 fois, peu importe, de réchauffement global. Il a par contre une demi-vie qui va être beaucoup plus courte que celle du CO2. Et l'avantage, c'est que le méthane, il a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'il va être oxydé en CO2 et en eau. Et ce CO2 pourra être réutilisé par les plantes lors de la photosynthèse. Et la vache pourra consommer ces plantes. Donc, j'ai envie d'être un peu moins pessimiste, j'ai envie d'être positif sur l'effet aussi que peuvent avoir les bovins. Contrairement aux énergies fossiles, où là, on va avoir une accumulation au niveau de l'atmosphère parce que les océans et les plantes ont un pouvoir d'absorption qui est aujourd'hui dépassé. Donc, notre vache, elle est quand même incriminée. Et surtout, ce que je voulais préciser là-dessus, c'est, on l'a vu tout à l'heure, mais ne pas oublier qu'en Europe, le cheptel bovin diminue depuis 1970. Donc il y a des efforts quand même qui sont faits depuis 1970. Alors, par plusieurs choses. Autre question, un vétérinaire, ça représente quoi en termes d'empreinte carbone? On a vu tout à l'heure ce qu'était la définition de l'empreinte carbone. Là, c'est une étude qui a été réalisée au Royaume-Uni. Alors, vétérinaire vache laitière, il est plus ou moins responsable de 24 000 tonnes de CO2 par an. Un vétérinaire en production bovine allaitante, bovin viande, on est plus près des 30 000 tonnes. Et quand on prend un vétérinaire qui s'occupe de volailles, on est proche des 100 000 tonnes. Donc le vétérinaire va avoir une empreinte carbone différente en fonction de sa spécialité. Évidemment, un vétérinaire qui soigne des chevaux, il va être beaucoup plus bas dans le côté carbone avec 524 tonnes. Alors, l'autre tableau montre au niveau de l'année, c'est aussi au Royaume-Uni, on l'a vu tout à l'heure dans la première présentation, de voir un petit peu quelle était l'importance des espèces au niveau empreinte carbone. C'est un peu la même chose que ce soit en France ou que ce soit au Royaume-Uni. Les vaches laitières et les vaches allaitantes restent quand même les principaux générateurs d'équivalent CO2. Mais se pose une grande question. J'ai dit le cheptel laitier allaitant a tendance à diminuer, mais on se retrouve quand même dans un paradoxe. Parce que la demande en produits agricoles ne va faire qu'augmenter. Pourquoi? Parce que la population mondiale, elle croît. Ça, c'est une étude qui avait été faite par des Australiens. La demande en produits laitiers, elle va plus que doubler, et la demande en produits carnés également. On l'a vu, même en France, la consommation de viande augmente aujourd'hui. Donc, on se retrouve quand même dans ce paradoxe-là. Comment on fait? Est-ce qu'on arrête de nourrir la population? Est-ce qu'on nourrit la population de manière différente?
On ne sait pas comment faire. Ah, changement. Non. Il me manque quelques dias. Ah oui. Je vais reprendre la suite. Je voulais faire vite, mais peut-être pas à ce point quand même. Donc, comment agir? Comment agir? On va devoir réduire le nombre de bovins, on va devoir faire différentes choses. Donc, avant tout, efficience et prévention. Pour moi, ça reste 2 maîtres mots de ma pratique. Ici, une étude encore pilotée par le Royaume-Uni, parce qu'ils sont quand même sur une réflexion bien plus avancée que nous. On le voyait dans la santé humaine, il y a déjà 10 ans qu'ils ont fait ça. En veto, c'est à peu près pareil, ils ont toujours un peu 10 ans d'avance. Donc qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'une maladie comme la BVD, elle est responsable de 5%. On peut réduire en fait l'impact carbone dans les élevages en réduisant la BVD, voire en supprimant la BVD. On voit bien que les 10% de troupeaux entre guillemets attaqués par le BVD produisent 2 fois plus de CO2 par équivalent litre de lait que ceux qui ne l'ont pas. Les mammites, on est sur plus que la moitié. En améliorant la reproduction, on va passer de 30% à 15% au niveau équivalent CO2. Donc, on a vraiment un rôle, nous, en tant que vétérinaires praticiens, à agir sur ce côté prévention des maladies. Et la prévention, ça va passer par différentes choses, le côté curatif, le côté maladie. Donc voilà. Autre exemple, et ça c'est purement personnel, il y a quelque chose quand même qui est assez frappant en France, c'est le taux de mortalité des veaux. Parce que si on veut de l'efficience, pour moi c'est avant tout ne pas perdre. Donc ne pas perdre, effectivement, on a vu tout à l'heure, moins élevé, le faire bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en 2016, Didier Rabouasson avait fait une grosse étude nationale où on était à 11,9% de mortalité des veaux. C'est-à-dire que tous les 12% des veaux qui sont nés 28 jours après n'existent plus. On le voit bien, ça a lieu où? Principalement dans les zones laitières. Donc la question se pose, attention, en zone laitière, il y a peut-être des choses à faire. Les allaitants sont un petit peu meilleurs là-dessus. Et surtout, ce qui faisait un petit peu réfléchir, c'est qu'il y avait autant de femelles à mourir que de mâles. Donc il n'y avait même pas de se dire, c'est un veau mâle, il est une non-valeur économique, donc on ne s'en occupe pas. Ça m'a fait poser réflexion, et elle n'est pas chiffrée, elle est vraiment de ma propre réflexion. Un éleveur, on lui dit, tiens, tu as des veaux qui meurent, c'est quand même pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut t'aider? Oh, mon veau, il vaut 50 €, donc on ne va pas appeler le vétérinaire, ça va coûter beaucoup trop cher. Et maintenant, je leur dis, attention, le veau, il vaut 50 €, ok, ça c'est factuel, c'est ce que le marchand va payer. Mais quel est le bilan carbone d'un veau? L'éleveur, il a appelé un inséminateur qui va venir au moins 2 fois, voire 3 fois, avec une voiture, pour utiliser des paillettes qui ont traversé l'Atlantique, généralement, parce que les grosses boîtes de génétique, elles sont aux États-Unis ou au Canada. Il va inséminer la mère. Là, cette vache, elle va manger pour faire du lait, mais aussi pour construire un fœtus. Donc, énormément d'énergie qui va servir à fabriquer ce veau-là. A lieu le vélage. Vélage, c'est aussi un moment un petit peu particulier. Le veau, il va falloir lui donner du colostrum, il va falloir lui donner du lait. Le veau va être malade, il va peut-être consommer un petit peu de médicaments. Il va contaminer son environnement, il va être dans une niche et il va mourir. Et le jour où il va mourir, il va falloir appeler un gros camion gris qui consomme 50 litres de gasoil au 100 km et qui va faire 100 km pour aller le mettre dans un incinérateur à 1200 degrés. Donc, je n'ai pas fait le calcul, mais je pense que c'est plus que les 50 € qui étaient annoncés par le marchand de veau. Donc, il y a quand même quelque chose là-dessus dans les bilans carbone à faire. Et moi, c'est une des manières que j'utilise pour sensibiliser mes éleveurs. Alors, la mortalité des veaux, comment déjà on travaille avec les éleveurs là-dessus? C'est avant tout par le management de la vache-tarie, le management de la repro, le management de la nutrition. C'est l'utilisation de vaccins. C'est dans certains cas l'utilisation de médicaments, de curatifs. Parce que c'est pas parce qu'un animal est malade qu'on ne va pas le soigner. Au contraire, en le soignant, on peut permettre de le garder vivant.
Dans la mortalité des veaux, mais dans l'élevage en général, il y a un sujet que je n'ai pas développé ici, c'est la gestion du parasitisme. Parce que la gestion du parasitisme, c'est pareil, c'est un gros sujet. C'est un sujet qui, sous le carbone, intervient aussi et aura un rôle très très important au niveau de la bonne santé des animaux. Autre chose, je vous ai dit tout à l'heure qu'en améliorant les performances de reproduction, on réduisait l'empreinte carbone. Alors, performance de reproduction dans un troupeau, ça veut dire quoi? C'est avant tout quels indicateurs? On l'a vu, l'INRAE a beaucoup travaillé là-dessus. C'est avant tout limiter les périodes improductives. Alors, limiter les périodes improductives, ça veut dire bien élever les futures génisses, qu'elles soient inséminées le plus tôt possible, parce qu'elles auront eu des belles croissances, parce qu'elles n'auront pas été malades, parce qu'elles auront été bien élevées. Donc, ça vêlera plus tôt. Améliorer la longévité des animaux. En France, on n'est pas les champions du monde de la longévité des animaux. Donc, il y a aussi un travail à faire là-dessus. Et nous, vétérinaires, avons un boulot sur la longévité de ces animaux. Alors, quels effets? En passant une génisse d'un âge au premier vélage de 36 mois à 24 mois, on va gagner 9% de CH4 par kilo de lait. J'ai dit ne pas trop élever, pardon. Ça veut dire aussi ne pas avoir trop de génisses de renouvellement. En limitant le nombre de génisses de renouvellement, en le passant de 40 à 25%, on va réduire de 13% la quantité de CH4 par kilo de lait. Donc, ça paraît être du bon sens, mais de le chiffrer, c'est quand même intéressant. Et d'en parler avec les éleveurs, ça nous donne aussi une légitimité dans l'apport de conseils et l'apport de management dans les élevages. Performance de reproduction, quels outils? On a vu les indicateurs, quels outils? Mais avant tout, c'est le monitoring. Une vache qui ne sera pas bien détectée en chaleur, ne va pas être inséminée au bon moment, va consommer de la paillette, va perdre du temps, va rester improductive beaucoup plus longtemps. Donc détection des chaleurs par le monitoring, suivi des croissances. On revient aussi sur le management de troupeau global avec le suivi reproduction. Et aujourd'hui, ça reste quand même mon métier principal, c'est de faire du suivi en élevage. Et des hormones de la reproduction, il y en a besoin. Des hormones de la reproduction, ça sert quand même à éviter de réformer des animaux. Et donc, ça permet d'augmenter la longévité et toujours de limiter ces périodes improductives. On a parlé tout à l'heure un petit peu d'amélioration génétique aussi pour justement améliorer les émissions de gaz à effet de serre chez les animaux. Ça peut paraître paradoxal, mais on reste toujours dans le côté efficience. Mais le transfert d'embryons va permettre de générer des animaux plus rapidement que si on les laissait aller sur de la reproduction classique. Ça, c'est les Anglais qui l'ont montré. Et donc, on va avoir, en moins de générations, on va réussir à générer des animaux, entre guillemets, plus performants ou plus efficients si on veut travailler sur la production de méthane, par exemple. Et dernière chose, et ça, je ne vous ai pas mis la photo complète de cet élevage-là, c'est le croisement. Le croisement, c'est quoi? C'est croiser les vaches laitières avec des races à viande. Pourquoi? Pour que justement ces animaux puissent servir à faire de la viande. Ça va nous permettre quoi? Ça va permettre de limiter le nombre de génisses de renouvellement. L'éleveur sera obligé de rentrer dans un système de performance. Et ça, c'est quelque chose qui les motive en fait à vouloir évoluer et qui les incite à rentrer dans le côté on élève moins et on élève mieux. Autre chose, l'optimisation de la production laitière. Et j'ai pris cet exemple-là à René Fournier. J'ai oublié de lui écrire son nom, donc je le cite. Une vache produisant 7 kg de lait, elle aura des besoins d'entretien qui seront les mêmes qu'une vache qui va produire 29 kg de lait. Par contre, ses besoins de production pour faire le lait ne vont pas être les mêmes. Évidemment, celle qui fait que 7 kg aura des besoins de production inférieurs à celle qui en fait 29. Par contre, ramené au litre de lait, la consommation énergétique sera 2 fois moindre. Donc avec 2 fois moins d'aliments, on va faire 2 fois plus de lait. Alors attention, ça a ses limites. Ça a été montré justement par l'INRAE
que sur des vaches qui sont très très productrices, la digestion peut produire un peu plus de méthane. Donc voilà, c'est pour ça que je mets des limites. Et surtout, c'est d'essayer d'améliorer, dans le côté laitier, le nombre de litres de lait produits par la vache par jour de vie, qui est un autre indicateur qui permet un peu de voir l'efficacité de notre animal. Je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu de repro, j'ai parlé de production aussi. Ça, c'est une étude assez intéressante qui montre les liens justement entre fertilité et production. Ce sont deux types d'élevage. Un élevage à 6 000 litres de lait par vache et par an, un autre élevage sur la partie du bas à 9 000 litres de lait par vache et par an. Tous ces élevages produisent plus ou moins 1 million de litres de lait par an, qui est à peu près aujourd'hui presque la norme dans ma clientèle. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est que au plus les animaux sont détectés en chaleur, donc c'est ce qu'on voit là, c'est 50% des animaux détectés en chaleur, 60 ou 70% de détection de chaleur. Et en bas, on a le taux de conception, c'est-à-dire le taux de réussite à l'insémination. Au plus elles sont détectées, au plus la fertilité est bonne et au plus la vache produit, au moins il y a d'excrétion de méthane. Donc on a vraiment un rôle là-dedans à jouer sur ce côté efficience des animaux. Donc, en gros, 3 axes vraiment principaux que je vois moi en tant que... Je regarde juste le temps. J'ai à peu près bien. 3 axes clés, c'est la prévention avec le management de troupeaux, la nutrition, la vaccination, le côté curatif sur les bonnes choses, la détection. Aujourd'hui, on commence à avoir des schémas de détection de maladies, alors que ce soit le monitoring, que ce soit aujourd'hui l'intelligence artificielle qui s'invite aussi dans nos élevages, qui permet de prédire les maladies, les analyses biochimiques qui nous permettent de prédire aussi certaines maladies, et surtout d'avoir en tant que vétérinaire une certaine éthique et un traitement raisonné et optimisé. Et ça, je l'ai repris justement au Shift Project dans l'équation de Kaya, je trouvais ça super intéressant. C'est le juste soin, le bon usage des produits de santé avec une éthique de soin. Et je pense qu'en médecine vétérinaire, on est vraiment sur le même principe. Donc, pour conclure, je pense que la durabilité, la réflexion sur le climat, ça a aussi donné un sens, à mon métier, de ne pas simplement aller chercher de la performance dans des élevages. On peut aller chercher de la performance, il y a des produits qui permettent d'être performants, mais je cherchais vraiment à avoir une performance éthique, que ce soit correct, que ce soit en accord avec mes principes, en accord avec l'avenir de demain. Et aujourd'hui, c'est aussi une attractivité de notre métier. On l'a dit tout à l'heure, mais les jeunes générations, elles cherchent aussi à venir dans des endroits où c'est attractif au niveau éthique. Bien entendu, je voulais le souligner quand même, il faut que ce soit au service du bien-être animal et de bien-être de l'éleveur. Quand on dit ne moins perdre, ça veut dire améliorer les conditions dans les élevages, améliorer le management, éviter les morts. Donc on est vraiment dans le bien-être animal et aussi la sérénité de l'éleveur. Et optimiser l'élevage par les outils et les médicaments. Et ce que je veux dire, c'est que moi, mon métier, je le vois comme aider à travailler avec l'élevage et pas gérer de la pathologie animale. Gérer de la pathologie animale, ce n'est pas mon métier. C'est vraiment faire de l'élevage. Et je tiens à remercier quelqu'un qui m'a vraiment alerté là-dessus, qui m'a donné envie de regarder. C'est David Black, il est installé dans le nord de l'Angleterre chez Paragon Vet. Et il a créé un groupe qui s'appelle Vet Sustain, en fait, où il s'occupe de la durabilité, mais aussi de la durabilité des cliniques vétérinaires, ce qu'on a vu juste avant. Et lui, il a vraiment fait les bilans carbone de ces cliniques. Alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais moi, ça m'a vraiment intéressé et ça m'a vraiment alerté sur tout ça. Donc c'est pour ça que je tenais à le remercier. Et on va quand même croire en l'avenir. Et je vous remercie de votre attention s'il y a des questions. Merci beaucoup Olivier. Nous allons pouvoir maintenant ouvrir aux questions dans la salle, s'il y en a d'abord, et ensuite dans le chat. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà ? Marianne ?
Oui, c'est une question plus sur les efforts que l'industrie vétérinaire pourrait faire en matière de conditionnement. On est face à un paradoxe. Si j'ai bien compris, la décarbonation passe par la réduction des emballages, donc peut-être une approche vrac et grand conditionnement pour limiter l'individuel, alors que nos clients et les autorités nous demandent d'aller de plus en plus vers des présentations faites pour un petit nombre d'animaux dans une approche de médecine ciblée, personnalisée. Que faire alors ? Alors le conditionnement, le packaging est un des points, mais encore une fois, les postes principaux, ce sont les matières premières et les pays de production, les énergies de pays de production. Le packaging arrive après. Donc il y a clairement un effort à faire, bien sûr, à tous les niveaux. Il y a aussi, comme vous le dites, des réglementations, et en santé humaine, il y en a des tas à faire évoluer. Donc là, il y a du dialogue, du lobbying pour expliquer les choses. Mais oui, le packaging, plus il sera limité, plus il sera sobre, plus ce sera logique et positif pour tout le monde. Mais ça n'est pas le premier poste. Merci Marie. D'autres questions dans la salle ? Sinon, je vais voir Agnès. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Une question ? J'ai une question pour vous, en fait, parce que on n'a pas tellement parlé de... Enfin, vous avez mentionné l'intelligence artificielle, et au fond, il y a quand même tout l'apport du numérique qui va être progressivement de plus en plus pris en compte pour la prévention, l'anticipation des nouvelles mesures. Et comment vous anticipez l'impact du numérique sur la pratique vétérinaire en termes d'empreinte ? Est-ce que vous l'anticipez déjà, en fait ? En termes d'empreinte carbone, parce que en fait, ce qu'on utilise au niveau numérique aujourd'hui, on va prendre l'exemple des élevages laitiers. Aujourd'hui, les élevages laitiers, on a beaucoup d'élevages robotisés. Et c'est vrai que ces élevages robotisés, ils font de l'analyse, parfois biochimique, parfois c'est de l'analyse issue du monitoring avec des algorithmes. Mais ils nous permettent surtout de détecter précocement des problèmes. Donc en fait, on sait qu'une maladie, généralement, au plus elle est traitée tôt, au mieux elle va se guérir. Donc je pense que ça aura surtout un effet positif. Merci Olivier. Oui ? Bonjour, merci pour ces présentations. William Adé, Ecoveto. À Ecoveto, on se pose la question entre l'élevage de précision qui favorise justement le numérique, qui favorise une intensification des productions pour limiter l'espace utilisé au sol, versus une agroécologie plutôt extensive, avec moins de traitement, avec moins de production, qui a des effets positifs sur la biodiversité et sur les sols. Et donc, entre les deux, c'est difficile de savoir quel scénario privilégier. Alors, autre que fait qu'en tant que vétérinaire, c'est sûr que j'ai une place dans le scénario Green Tech, mais je n'ai pas vraiment de place pour l'instant dans le scénario agroécologie. En tout cas, la place du vétérinaire dans le scénario agroécologie, elle n'est pas très claire. Je ne sais pas si... Enfin, les deux, parce que vous avez tous les deux répondu à peut-être plutôt une vision agroécologie d'un côté et plutôt une vision élevage de précision de l'autre. Comment est-ce que vous voyez la place... Enfin, quel scénario est le meilleur pour la planète, pour le futur, pour les vétérinaires, je sais pas, pour l'industrie aussi? Alors, je trouve qu'il y a un biais quand on parle de ça, c'est-à-dire qu'en fait, on parle essentiellement des bovins quand on parle un petit peu de la transition agroécologique des élevages. Et là, ça se défend bien, ils sont dehors, il y a le lierre, la prairie. Et la vraie question, je suis d'accord avec vous, c'est au fond, comment on fait évoluer les élevages qui sont plutôt en confinement, voilà, les élevages porcins, les élevages de volailles, pour parler clair. Donc quand on va parler d'agroécologie pour ces animaux-là, on va mettre en avant le bien-être animal, qui est quand même pas complètement garanti actuellement. Ensuite, on va mettre en avant tout ce qui va être usage parcimonieux des médicaments. Donc on va rejoindre tout ce qui est anticipation de pathologies, anticipation de maladies, efficacité vaccinale. Et puis ensuite, on va parler un peu d'efficacité alimentaire, parce que il va falloir au fond avoir des animaux qui vont avoir une ration peut-être davantage plus riche en fibres pour pouvoir pas être trop en compétition avec ce qui se passe dans l'environnement.
Voilà. Et ensuite, il y a tout ce qui va être réutilisation des effluents pour pouvoir ensuite aller fertiliser les sols. Mais là où on a, à mon avis, une réflexion importante à avoir, c'est qu'on pourrait se retrouver dans une situation où, au fond, on fait de l'intensification écologique pour les volailles et les porcs, et on a une vision, au fond, un peu bucolique de ce qu'on va pouvoir faire avec les bovins. Et en fait, il ne faut pas oublier dans la transition agroécologique, en fait, ce qu'on va faire avec ceux qui sont actuellement élevés dans des conditions plus intensives que les bovins. Et les différents leviers dont j'ai mentionné là, sur à la fois la santé, l'efficacité alimentaire et puis le bien-être animal, c'est dans ce sens-là qu'on va évoluer aussi sur des liens avec l'agroécologie. Je ne sais pas comment, en tant que praticien vétérinaire, vous qualifiez le bien-être animal. Alors, le bien-être animal, peut être qualifié je répondrai après à votre question. Le bien-être animal, il est difficilement évaluable parce qu'on n'a pas de grille comme en porc ou comme on n'a pas de réglementation. C'est plutôt lié à l'appréciation. Le bien-être animal, aujourd'hui, il est surtout dicté par l'industrie. C'est l'industrie qui met des cahiers des charges par rapport à des surfaces, par rapport à des longueurs d'abreuvoirs ou des nombres d'abreuvoirs. Donc voilà, mais maintenant, le bien-être animal, il est surtout aussi évalué par rapport à comment sont les animaux, comment produisent les animaux. Un animal qui va bien produire. Je ne sais pas si ça répond un petit peu. Et maintenant, pour répondre à votre question, je ne vois pas d'antagonisme en fait entre élevage de précision et à la limite élevage extensif. Pour moi, l'élevage de précision, c'est l'utilisation de monitoring, c'est l'utilisation de données qui peuvent être faites dans tout type d'élevage bovin en fait, et qui peut être là pour simplement anticiper les maladies. Pour exemple, j'ai des élevages bio relativement extensifs qui travaillent en robot. Et pour autant, on est dans l'élevage de précision qui est compatible avec quelque chose. Alors, on n'est pas sur de l'extensif sur des milliers d'hectares, hein, mais donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci Claire et Olivier. Marianne, une question dans le chat ou on passe à la conclusion? Alors, je ne donne pas le micro maintenant à Jean-Louis pour un mot de conclusion. Nathalie? Oui. Allez, bavarde. Non. Alors, en fait, j'avais même deux questions. La première pour Claire, c'était dans quelle mesure toutes les recherches que vous faites à l'INRAE ont été ou pas prises en compte dans les dernières recommandations qui sont sorties la semaine dernière par la Cour des comptes? Alors pour l'instant, il y a un délai, enfin, vous voyez, il y a le temps de la recherche, puis après le lien avec les politiques publiques. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité actuellement, hein, parce que je dirais que la réflexion sur l'évolution des cheptels, c'est complètement inclus aussi dans les préconisations de la Cour des comptes. Voilà, donc nous, on n'est pas encore rentré dans ce qu'on fait en recherche et ce que préconise la Cour des comptes, mais je pense que les politiques, enfin, je veux dire, les subventions, elles sont réellement quantifiées. Et puis, on rentre dans ce débat pour lequel, à un moment, il va falloir avoir une forme de convergence entre ce que va pouvoir proposer la recherche pour atteindre des objectifs qui soient à la fois acceptés par la société, parce que le bien-être animal, c'est peut-être les industriels qui font leur réglementation, mais il y a une très forte demande sociétale aussi. Donc en fait, on est dans une... Je ne sais pas si vous regardez l'ensemble des prospectives, il y en a qui disent il faut réduire les bovins, il y en a qui disent il faut réduire les porcs et les volailles en maintenant les bovins. Donc en fait, il n'y a absolument pas consensus sur la meilleure manière de rendre compatibles les enjeux environnementaux, les enjeux socio-économiques. Et donc, je dirais que la recherche, elle a identifié des stratégies qui vont permettre de réduire l'empreinte environnementale. Et en fait, maintenant, il faut les rendre compatibles avec des politiques publiques et de la prise en charge à la fois par les industriels et puis par les éleveurs. Parce qu'en fait, un industriel en volaille, c'est pas tout à fait pareil qu'un éleveur de vaches dans le Cantal. Que toute cette diversité des élevages qu'on veut faire la transition agroécologique. Merci Claire.
Merci beaucoup. Et vraiment, c'était passionnant. Je crois que l'objectif est atteint puisque cette conférence était là d'abord pour partager des informations. Alors on en a eu énormément, on a eu de la recherche, on a eu le modèle de l'humaine, on a eu la pratique vétérinaire, et je crois que c'était extrêmement riche, et on mettra à disposition, je crois, les slides de telle façon qu'on puisse s'y référer. Et donc je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis d'arriver à cette qualité de connaissance et de débat. Mais je dirais, cet engagement, vous voyez, de l'industrie, il est assez récent, ça a été indiqué. C'est donc une histoire qui commence et on va s'engager sur cette voie que nous avons déjà prise. On travaille avec les associations de vétérinaires sur certains sujets déjà et on a la chance d'avoir une richesse d'organisations vétérinaires qui travaillent sur la formation et qui peuvent très bien avec nous progresser sur cette voie. On a commencé. Mais je dirais, on le fait en temps de paix. Or, aujourd'hui, on est en temps de guerre, puisque nous avons notamment la grippe aviaire, et on l'a bien vu. La première façon de réduire l'impact carbone, c'est d'avoir des animaux en bonne santé. Et si on veut arriver à stopper la destruction de millions d'animaux, puisque c'est de ça dont on parle, si on veut se préserver des zoonoses, et c'est une vraie menace, eh bien, il faut compter sur le diagnostic et la vaccination en particulier. Et je voudrais saluer, à l'occasion de cette conférence, les efforts des industriels pour arriver, le moment venu, à fournir ces diagnostics et ces vaccins pour répondre à ces exigences de temps de guerre, puisque la grippe aviaire est un temps de guerre pour toute la filière. Voilà. Donc je finis sur cette note de mobilisation. Je voudrais vous remercier, puis vous inviter à partager le pot de l'amitié. Merci.